ça dans le contexte. Vous avez entendu parler de différents termes. Le pancréas artificiel. Ce n'est pas un pancréas artificiel. Les pompes à boucle fermée, ou boucle ouverte, ou semi-fermée, ou semi-ouverte, c'est autant de termes que vous voulez. En fait, c'est ni les uns ni les autres. Je crois que le bon terme, c'est, et vous allez comprendre pourquoi, les pompes hybrides. Rien à voir avec l'énergie, c'est à voir avec notre propre énergie, c'est-à-dire en fait, c'est des pompes automatisées et manuelles. Donc, il faut toujours l'intervention de la personne. Si quelqu'un ici cherche un engin qui marche tout seul, il va être déçu. Ça marche très bien, c'est un énorme progrès, c'est une très belle avancée, mais ce n'est pas un truc qui marche tout seul. Bon. Alors, je voulais le replacer dans le contexte, justement, parce que tout ça, c'est du traitement par insuline. Je ne peux pas m'empêcher de toujours mettre cette belle image, mais enfin, ça, c'est... Un peu d'histoire, parce que c'est rien de tel que de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et c'est un petit peu le sujet de Joël, le sujet de l'ingénieur. Pour vous rappeler que l'insuline, c'était il y a 100 ans. C'est-à-dire il y a 101 ou 102 ans, les gens mouraient. Purement et simplement. 1921. Sir Banting Illutifusser, c'est un Anglais, enfin, c'est un Canadien de Toronto. Donc il est anglais à l'époque. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'ils font toujours hommage à la reine. Parce que le Québec, c'est toujours... Bon, bref. Bon, Sir Banting, donc c'était un chirurgien, et Mr. Best, il était pas encore Sir, un tout jeune de 23 ans, biologiste, étudiant. Et tous les deux, ils ont mis au point. Il reste ce pauvre chien qui a été sacrifié à la science. Parce qu'en fait, ça s'est fait sur le pancréas de chien. Bon. Le premier diabétique, ça, j'y tiens parce que on l'a oublié, pas un film dans l'histoire. Il avait 14 ans, il était dans le coma, et ça a été un retentissement considérable. Banting et Best ont fait la première injection d'insuline, et il a vécu comme un miraculé. C'est donc ce qui a été considéré comme tel. Voilà, donc ils ont tenu à faire la photo d'avant, l'image d'horreur, et la photo d'après, il avait pris quand même pas mal de joues, le petit Léonard. Alors, le voilà, en beau jeune homme. Ensuite, on est donc en 1921, le démarrage. Faire ces injections, c'était au moins 4 fois par jour. C'est de l'insuline ordinaire, c'est de l'insuline extractive, donc elle ne dure que 6 heures, pas plus. Donc ça faisait beaucoup, surtout avec les aiguilles de l'époque. Mais bon, il vivait. Il a fallu attendre 15 ans. Enfin, je ne dis pas Mister, puisque c'est un Danois, M. Hagedorn, qui a inventé la première insuline lente. Vous en avez eu, la NPH. Je vous cite les noms, Humulin NPH, Insulatar, Molotar, Rapitar, etc., etc. Toutes ces insulines-là sont des insulines de M. Hagedorn. N comme neutre, P comme protamine, H comme Hagedorn. La P comme protamine, c'est tout simplement une protéine qui, liée à l'insuline, va la rendre lente. Je fais une parenthèse parce que je me suis aperçu aujourd'hui encore que beaucoup confondaient et avaient beaucoup de mal à voir ce que c'est qu'une rapide et une lente. En fait, c'est la même. C'est de l'insuline, et c'est toujours l'insuline, et c'est la même insuline. Il n'y a pas d'insuline lente naturelle. La seule insuline naturelle, elle est rapide. Rapide quoi? Ça veut dire que si on l'injecte dans la peau, elle va se distribuer en 4 heures. L'insuline actuelle. Voilà, c'est ça. Et que si on veut la rendre lente, en fait, ce n'est pas lente, on devrait dire à libération prolongée. On lie à une substance, par exemple la protamine, quand on met tout ça sous la peau, ce petit réservoir va se délivrer pendant 12-18 heures. Puis il y en a qui ont fait plus,
Donc, c'est une sorte de bienfaiteur de la diabétologie, M. Hagedorn. Donc, on a fait plus. Il y a qui ont fait l'IPZ, insuline, protamine, zinc. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mr. Scott. Excusez-moi de ce nom, mais enfin, quand même, ils ont existé tous ce jour-là. Et donc, en rajoutant à la protamine du zinc, on faisait des insulines de 24 heures. Donc, c'était le succès. On est en 1930, par là, combien? Et donc, tous les gamins de France, et d'ailleurs, et du monde, reçoivent leur IPZ et l'IO. C'est quoi l'IPZ-IO? En fait, si on faisait un mélange d'insuline protamine 5 pour 24 heures et d'insuline ordinaire, dite rapide, le matin, mais on n'en faisait pas dans la journée. On faisait des contrôles pipi, et encore, et c'est tout. Et là, finalement, au bout de X années, on s'aperçoit qu'il y a des complications dans le diabète. Et oui, avant, on ne le savait pas, il mourait. Non, mais je ne le dis pas avec cynisme, ce n'est pas du tout ça, mais c'est vrai, on ne savait pas ce que devenait en effet les diabètes de type 1, puisqu'ils vivaient, ils mouraient avant l'âge de 20 ans. Bon, donc voilà, donc là, on s'aperçoit en effet qu'ils sont tous en train de bousiller leurs yeux. Rétinopathie, donc on a des générations de jeunes qui ont abîmé leurs yeux et qui, à l'âge adulte actuellement, très adultes même, sont pratiquement aveugles. Il y en a un certain nombre. Voilà. Il faut attendre. Donc, déception, certes, de l'enthousiasme du départ, mais beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans un chien dans ses yeux? Qu'est-ce qui fait que ça s'abîme? Qu'est-ce qui fait que le rein s'abîme, que les nerfs s'abîment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ceux qui disaient c'est le diabète, c'est une histoire génétique, et puis ceux qui disaient déjà ben non, c'est la glycémie, c'est le taux de sucre. Donc il y a beaucoup de discussions et tout le monde se bataillait. Voilà. Et le premier pas qui a commencé à basculer dans le camp des gens qui disaient oui, c'est quand même la glycémie, c'est le glucométère. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le glucométère. 1967, bon. En fait, ce premier glucométère, il était uniquement dans les labos. C'est un ingénieur de chez Bayer, la grande industrie chimique allemande, qui a conçu cet appareil de laboratoire en disant toutes nos prises de sang peuvent se faire en capillaire. On n'a pas besoin d'un tube, on a besoin d'une goutte. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça se pratique beaucoup en pédiatrie. Les tout petits, les nourrissons, on leur pique le talon, c'est vu, et on relève du sang dans un tout petit tube capillaire, et avec ça, on fait des tas d'analyses. Donc c'est ce monsieur-là qui a dit, voilà, la méthode pour justement analyser. Mais ce n'était pas encore commercialisé. Il n'y avait pas encore l'idée de le distribuer, si je puis dire, aux personnes concernées, c'est-à-dire aux diabétiques. Voilà. La résilience, histoire d'employer un mot à la mode, c'est-à-dire qu'avec une sorte de déprime générale médicale en disant mais qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, c'est à partir des années 80, 60 ans après la découverte de l'insuline. Il faut bien du temps quand même pour réfléchir, pour constater, pour réfléchir et pas faire et dire n'importe quoi. Donc, 81, c'est les premiers appareils. Tiens, le voilà. Vous verrez ça, on a fait notre petit musée. C'est amusant, hein? Donc, on se piquait le doigt, il fallait une bonne dose. Hein. Il fallait bien piquer, je ne sais pas si elle a dû. Ensuite, il fallait nettoyer ces bandelettes, il fallait chasser le sang, comme on dit. Donc, c'était livré avec une pipette. Alors, il ne fallait pas trop laver, mais suffisamment. Voilà, sinon il fallait recommencer. Et puis, on mettait dans le bidule et on avait le glycémie au miracle. Donc, sans passer par le labo, c'est le premier pas vers l'observation directe de la glycémie chez les personnes diabétiques. D'accord. Deuxième chose, 82, vous voyez que ça s'accélère. On voit arriver les insulines humaines. Vous direz, bon, ça ne change pas, c'est toujours des insulines, mais avant, c'était une insuline porcine. Bon, ça ne change pas sur le plan efficacité, quoique si, quand même, les insulines humaines, c'est plus purifié. On a gagné en vitesse. Les porcines durent 6 heures, les humaines durent 4 heures.
Donc, c'est beaucoup plus rapide comme durée d'action. Puis surtout, c'est un moyen de production. Moyen de production qui est en laboratoire, c'est de synthèse. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance, mais c'est intéressant l'histoire. D'où venait le porc qu'il y avait dans vos seringues? Essentiellement du Brésil. C'est-à-dire qu'il y avait une commercialisation, enfin pas que du Brésil, mais d'élevage de porc, où les pancréas étaient enlevés par les bouchers, congelés, mis dans les bateaux congélation, et arrivent au Havre. Et au Havre, débarquaient les pancréas congelés qui allaient ensuite dans des camions frigorifiques, qui allaient dans le laboratoire, qui arrivaient à l'extraire. Voilà. Donc c'est déjà tout un circuit. Imaginez aujourd'hui si on dépendait de ces circuits-là pour avoir de l'insuline. Ceci est arrivé pendant les guerres, mais enfin, c'est autre chose. Voilà, donc en fait, c'est une production en laboratoire par les découvertes et les applications de la génétique. Autrement dit, c'est un OGM. C'est-à-dire, enfin, c'est produit à partir d'un OGM, c'est-à-dire à partir de cellules que l'on va, j'allais dire parasiter, pas parasiter, dans lequel on va inclure un code qui va pouvoir fabriquer de l'insuline. Première pompe insuline, 1982. Donc, on a quand même du recul. Ça m'étonne toujours, surtout parmi mes confrères, je veux dire, qui considèrent encore que la pompe, c'est très, très difficile. Et on voit encore dans les textes, ça doit être fait. Bon. Donc, en fait, cette grande prudence, voire cette peur devant un engin qui existe depuis 40 ans. Donc, il y a 40 ans d'expérience, pas seulement qu'en France, mais encore beaucoup plus en Allemagne, beaucoup plus dans d'autres pays, qui ont beaucoup plus de gens qui ont de pompes que nous en France. Mais nous, en France, c'est peu, parce que, je veux dire, on a été assez timide dans ces indications-là. Voilà. Premières pompes, elles sont là. Vous regarderez le petit musée, si vous voulez. Voilà. Et puis les stylos, que tout le monde connaît, mais les stylos, c'est 85. C'est pas si vieux que ça. Avant, il y avait quoi? Il y avait les seringues. Alors, il y a eu les seringues de toute montée en plastique, ça, c'était du confort. Mais avant, il y a peu de temps avant, c'était des seringues en verre, avec des aiguilles non jetables, c'est-à-dire qu'on réutilisait, qu'on faisait bouillir pour stériliser. Peut-être que certains d'entre vous, les plus anciens, ont connu. Voilà. Alors, tout ça avance. Rassurez-vous, ça va aller plus vite. On arrive aux années 2000 quand même. Et arrive une grande chose, une très grande chose qu'on n'a pas forcément assez bien dit dans le public concerné, c'est-à-dire vous. Est-ce que ça vous dit, ça, le DCCT? Ou comme diraient les Anglais, le DCCT. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont fait, ce n'est pas les Anglais, les Américains. Est-ce que ça vous parle? Je dis qu'à ce moment-là, il y avait la bataille, c'était vraiment une bataille, non pas la bataille des Hernani, mais enfin la bataille qui disait « Oui, c'est la glycémie. Non, non, vous avez tort, chers confrères, la glycémie n'a rien à voir dans l'apparition des complications. » Donc la question était là, très clairement posée par cette étude. Est-ce que le taux de glycémie, les variations de glycémie, sont la cause ou non des complications du diabète, rétinopathie, etc. La réponse a été formellement oui, sans aucune contestation. C'est parfaitement fait, cette étude. Il y avait je ne sais pas combien, il y avait peut-être 20 ou 30 000 patients qui étaient suivis dans différents centres, etc. Voilà. Je vous ai juste montré cette petite courbe, celle en couleur là-haut. Vous voyez que plus l'hémoglobine glycosylée monte, et plus on a de complications. Rétinopathie, néphropathie, neuropathie. C'est chouette, c'est comme en français, sauf qu'il y a un Y. Donc, voilà. Et ça, de temps en temps, j'en dis, oui, mais peut-être, c'est pas plus mal de laisser à 2 grammes, c'est mieux, parce que comme ça, ils ne feront pas d'hypoglycémie. Et qui regardent donc ces gens-là, je veux dire, je parle de mes confrères, qui regardent donc ces gens-là, je veux dire que c'est le résultat de cet énorme travail et qui est vraiment fondateur dans nos traitements actuels. Il n'y aurait pas, on va voir, de pompe, machin, truc, schmuch, etc., sans ça. Ça n'aurait aucun sens. Ça ne voudrait rien dire. Parce qu'après tout, c'est voilà. Donc, et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que ce qui montre de façon indiscutable,
traitement conventionnel, c'est l'hémoglobine glyquée, contre traitement optimisé, c'est-à-dire en fait avec un objectif précis de normoglycémie. Donc vous voyez, les gens qui étaient traités de façon intensive étaient à 7%, contre les traitements conventionnels, c'est-à-dire ce qui se faisait à l'époque, était plutôt autour de 9%. Et c'est là, bon, je vous dis tout le reste, on voit des différences énormes. Je veux dire que, autant là, on a une rétinopathie qui monte, c'est 9%, et on voit la rétinopathie qui dégringole, parce que non seulement on diminue l'apparition de la rétinopathie, mais en plus, la rétinopathie sévère peut être améliorée, donc peut être régressée avec la normalisation glycémique. Bon, voilà, si je ne vous ai pas convaincu, ben, tout le reste qu'on va dire, c'est-à-dire en fait des histoires de pompes automatisées, encore une fois, il faut savoir ce qu'on sait, il faut savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut au bout du compte, c'est ça. C'est pas pour avoir un joli chiffre. Si, c'est plus sympa d'avoir un joli chiffre, mais je veux dire que l'objectif, il est là. Alors, 90, prémisse des révolutions. C'est-à-dire qu'en 1990, on a le premier lecteur continu de glycémie sans se piquer. C'est le CGM de Medtronic, pour le nommer quand même, qui a été le premier à faire. Peut-être qu'il y en a eu qui en ont, je ne sais pas, ça ressemble à un coquillage qui est piqué, collé sur la peau, avec un système... bon, pour fixer tout ça, il faut avoir les doigts fins. Enfin bon, je ne devrais pas dire ça. Mais ça a été quand même un pas énorme d'avoir la possibilité d'avoir un lecteur de glycémie continue qu'on n'avait plus à se piquer, sauf que si, quand même, dans ce système-là, on devait, comment dire, étalonner, c'est-à-dire qu'on devait faire une glycémie 2 fois par jour pour rentrer la glycémie, pour étalonner l'appareil. Bon, voilà, mais tout le reste, on avait les courbes de la journée, etc. Voilà. En 1996, on améliore les insulines, on fait des analogues. C'est un système biochimiste qui arrive à bricoler la follicule d'insuline, ce qui fait qu'elle n'a plus rien d'humaine. On va dire que les insulines deviennent humanoïdes, mais disons qu'elles ont été bricolées. Non. Elles ont été travaillées afin qu'elles soient encore plus performantes. Donc actuellement, on a des insulines d'action rapide, celles que vous connaissez, la Novorapide, l'Humalog, l'Apidra, tout ça, etc., sont des analogues. Les analogues, c'est-à-dire en fait, c'est des produits purement de laboratoire pour lesquels on a enlevé un acide aminé, on a mis un autre, ou etc. Enfin, on a bricolé, on a arrangé la molécule pour qu'elle soit encore plus rapide. Plus une insuline rapide est rapide, et mieux c'est, mieux ça traîne. Donc, ce 6 heures qui nous embêtait beaucoup a été réduit à 4 heures, et actuellement, les ultra rapides sont même plutôt à 3 heures. Enfin, justement, bon, elles viennent de sortir, on est en expérimentation là-dessus. D'accord. Et puis, chose très importante, parce que là, je vous parle que de l'insuline, il faut quand même parler de la nourriture. Là aussi, ça a contribué énormément à les choses. Je veux dire que vous savez tous que se nourrir et bouger, c'est des actes fondamentaux sans lesquels on peut mettre toutes les injections, tous les systèmes, toutes les pompes, et celle qu'on va parler, la pompe automatisée, et on ne pourra pas faire grand-chose. La nourriture, l'histoire, c'est normal, on mange, la glycémie monte. Alors voilà, donc l'insulinothérapie fonctionnelle. Vous avez entendu parler de ça, je pense que vous le pratiquez tous et toutes. C'est-à-dire, on n'est pas là pour en parler de l'ITF, ça va plus dire qu'il y a cette ITF, insulinothérapie fonctionnelle, je dis simplement que les principes. Jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à cette date-là, on avait des régimes à ration fixe ou équivalente. On essaye de se débrouiller pour avoir le même tas de glucides par repas. Voilà. Et on a adapté la dose plus ou moins. L'ITF a dit, écoutez, oui, pourquoi pas, mais nous, on propose quelque chose que maintenant que tout le monde fait, on peut proposer des repas variables, je dirais, comme j'aime, sans prendre la pub, non, mais des repas qui sont variables, c'est-à-dire qui sont à votre faim et à votre goût, et d'adapter la dose en fonction de ce que l'on mange. Ça veut dire savoir qu'est-ce qu'on mange. Ça veut dire, j'ai combien de glucides dans mon assiette.
Voilà. Donc c'est ça la difficulté, mais avec un peu d'habitude, ça va vite. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Et ça a changé radicalement beaucoup de choses. Et ça, certains ont dit, bah oui, mais ça va monter, ça va monter. Ben non, au contraire, cette pratique a amélioré le diabète quand elle est bien réalisée, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, c'est pas toujours facile. Et puis, c'est pas toujours vrai, en plus. On peut très bien, à peu près, dire combien j'ai de glucides dans mon assiette, combien j'ai de glucides dans mon repas, mais combien ils vont en passer dans le tube digestif, ça, la digestion peut être plus ou moins importante et porter des variations. Bon, mais ça, c'est indispensable, vous allez voir pourquoi, de savoir combien de glucides je mange. Pour, ce que, il y a deux, je veux dire, il y a deux sortes d'insuline. Enfin, il n'y a pas deux sortes d'insuline. Il y a deux sortes d'actions à l'insuline. Il y a l'insuline pour corriger la glycémie. Je suis élevé, j'en fais plus. Je fais moins, j'en fais moins. Bon, ça, vous savez. Mais il y a aussi l'insuline pour manger. Et au moment du repas, ce qui est difficile, c'est qu'on doit combiner les deux. La dose pour corriger, plus la dose pour manger. Voilà. Donc, on est arrivé à peu près quelque chose de correct pour que, justement, après le repas, ça ne monte pas au-dessus d'un 80. Voilà. Donc, on a quand même des buts et des objectifs de ce genre. Donc, ITF. Et quand est-ce qu'elle arrive, cette pompe, n'est-ce pas? Bon, simplement une date, 2011, balbutiement de la première boucle fermée. Je dis balbutiement, non, c'est un mauvais terme. Ça a vraiment un début en intra-hospitalier, dans certains centres, en essai thérapeutique. Voilà, en particulier à Montpellier. Avec des trucs assez marrants, parce qu'en fait, on voyait bien l'anxiété des médecins. Donc, ils mettaient ça, c'est leur protocole, c'est fait comme ça. Je veux dire qu'ils mettaient en place le système donc à l'hôpital. Ensuite, ils observaient 12 heures par 12 heures. Ils faisaient 12 heures d'automatique, puis 12 heures de manuel, enfin, bref, etc. Puis à temps complet. Puis enfin, ils libéraient les gens dans la ville. Mais non, pas trop loin. Le service réservait des chambres d'hôtel pour pouvoir être surveillés plus tard, parce qu'il y avait tous une trouille, en effet, de les retrouver tous en coma hypoglycémique ou je ne sais quoi, en acidocétose. Voilà. Et puis, ça les a tous rassurés, ça a rassuré tout le monde. Ça fait une publication assez rigolote, mais c'est amusante. Mais finalement, bon, ça, c'est des balbutiements. Les premières choses, en effet, il fallait bien oser commencer à faire quelque chose. Hop. Révolution Safine, eh ben ça, vous connaissez tous ça. Hein, c'est-à-dire que maintenant, un bon équipement, c'est un lecteur de glycémie continue. Vous avez reconnu, pour ceux qui connaissent, le Dexcom, de la marque Dexcom, et en dessous, vous avez le Freestyle Libre. Et je dis qu'ils sont au coude à coude en termes de concurrents. C'est-à-dire que le Dexcom a une préférence, on va voir, pour les pompes automatisées, pour l'instant, parce que vous êtes tous en Dexcom, peut-être? Non, parce que le Dexcom, c'est vraiment la glycémie en live. C'est quelle glycémie est-il? Je n'ai pas besoin d'aller scanner avec l'appareil devant mon capteur. Hein, j'ai mon lecteur dans ma poche, ou éventuellement, plutôt maintenant, c'est sur téléphone, il y a une application, lequel téléphone est branché sur une montre connectée. Donc vraiment, on peut dire quelle glycémie est-il. Donc d'avoir ça sous les yeux, si on regarde, mais on ne regarde pas tout le temps sa montre. Donc bon, voilà. Donc c'est la technologie qui avance et qui est extrêmement importante par rapport aux différents appareils. Donc Freestyle Libre. Alors le Freestyle Libre, il y a eu l'1, maintenant on est au 2, bientôt ce sera le 3. C'est-à-dire que le 3, il essaie de rattraper Dexcom. C'est-à-dire qu'il sera en continu, il n'y aura plus besoin de le scanner. En fait, ça va être exactement deux produits totalement concurrents. Après, la fiabilité, moi, je trouve qu'elle est bonne. Elle est bonne. On sait que dans les appareils de lecture de glycémie, vous allez trouver des différences à certains moments. Il est vrai qu'on rencontre 10% environ de glycémie aberrante. Voilà, par rapport au labo, par rapport à la veine. 10%, alors qu'on a des résultats qui sortent toutes les 5 minutes, voire même pour le FSR, j'ai vu c'est toutes les 2 minutes. Donc on a une telle masse d'informations que s'il y a une glycémie qui s'égare, ma foi, on s'en rend compte très vite quand même. Voilà. Donc maintenant, tout est en place. Il y a des pompes performantes.
il y a un lecteur de glycémie continue. Il ne reste plus d'imaginer la commande. Je ne sais pas où j'en suis. Non? Oui, enfin, j'ai mieux amusé. Alors, les années 50, les années 60, voilà leur vie. Enfin, encore, je dis simplement que il se pique une fois par jour, il est seringues en verre, des aiguilles réutilisables, stérilisées tous les jours. Il recherche tous les matins dans les urines le sucre et l'acétone avec le matériel du parfait petit chimiste, c'est-à-dire en fait, il y avait un porte-tube avec des tubes, des comptes-gouttes, etc., et de la poudre, voilà, pour mesurer la glycosyl et l'acétone. Enfin bon, après, il y a eu les bandelettes, mais quand même, pendant très longtemps, je suis un ancien, d'accord, mais je me souviens qu'étant tout jeune interne, j'ai fait des prescriptions de tubes à essai et porte-tubes. Voilà. Donc c'est pas si vieux que tout ça. Hein. Je veux dire que, mais non, c'est pas si vieux. Alors, alors, c'était régime strict, pesé. Quand je dis strict, c'est ça, c'est pesé. Hein, paf, crac. Vous faites ci, vous faites ça, puis vous faites, et puis comme ça ira. Mais c'est très difficile. Ouais. Le sport, oh là là, faut pas trop, parce que sinon on fait des hypoglycémies, c'est trop dangereux. Donc, même certains sports, en particulier les sports de compétition, beaucoup étaient interdits. L'inscription à un club de foot, etc., c'était même pas la peine d'y penser. Etc. Quant aux certains emplois, alors là, il y a une liste d'emplois qu'on a retrouvée qui était vraiment exclusion. Pratiquement beaucoup de services publics, de fonctionnaires publics étaient exclus, particulièrement toute l'armée, hors de question diabétique d'être embauché. Voilà. Donc, voire même viré. À cause de ça. On a changé quand même. Voilà. Très haut risque de complications, ça l'on vu, c'est là où on a le plus haut risque en effet de rétinopathie, des choses épouvantables qu'on ne voit plus, heureusement. Et puis quant aux dames, ben, elles pouvaient avoir des enfants, mais c'était très dictac, c'est 3 grossesses, pas plus. Et encore si vous avez la chance d'en faire, boum. Et de toute façon, ce sera une césarienne à 36 semaines, c'est-à-dire la limite de la prématurité. C'était comme ça, c'était la règle. Il n'y avait pas à discuter. Pourquoi? C'était la sécurité, parce qu'on savait en effet que si on allait à 37-38 semaines, alors 40, n'en parlons pas, alors là on risquait, on voyait des choses épouvantables, des bébés qui faisaient 5-6 kilos, donc l'accouchement impossible, et puis toutes les complications, des troubles. Bon, on n'est pas là pour remettre les tableaux, mais voilà, c'était donc en fait tout à fait ça, c'est justifié, c'était pas parce qu'avec les moyens qu'on avait. En années 80, eh ben, ça change parce qu'en fait, on a du matos. Hein. Les années multi-injections ou le choix du pompe, parce que ben, le DCCT a dit que. Hein, voilà, donc il fallait imaginer. Et dans le DCCT, il y avait déjà les pompes, il y avait déjà multi-injections, ils s'en foutaient, les Américains, ils avaient raison, ce qu'ils voulaient, c'est un objectif. Quel que soit le moyen, vous vous débrouillez, mais vous arrivez à. Voilà, 7%. Voilà. Donc, c'était encore des rations fixées équivalentes. Il n'y avait pas de l'ITF. L'ITF est beaucoup plus récent. Et ils pourront faire du sport. On est moins. Les emplois sont plus ouverts quand même, mais il en reste encore de fermés, toujours à l'armée. Toujours les mêmes. D'accord. Moins de risques de complications. Et les dames, comment peuvent s'accoucher? Par voie basse. Donc, ce n'était pas une césarienne systématique. Et actuellement, ben voilà, c'est presque vous. Oui. C'est-à-dire que vous faites des multi-injections ou une pompe classique, je pense qu'on est tous en pompe, une pompe filaire ou plus récemment des patchs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par filaire? La tubulure, d'accord. Des capteurs. ITF, pas tous, mais dommage, il faudrait. Et puis, on a sur les lecteurs, qu'ils soient Freestyle ou qu'ils soient Dexcom, un logiciel d'aide à la décision. Vous savez, vous rentrez votre glycémie et vous rentrez le nombre de glucides que vous allez manger et il vous suggère de faire telle dose. Voilà, ça existe et ça fonctionne pas trop mal. D'accord. Et on a moins de complications. Bon, alors, voilà. Eh bien, écoutez, ces pompes automatisées, finalement, ce n'est pas très compliqué maintenant qu'il y a tout le matériel parce qu'il faut une pompe. Hein. Alors après, bon, fil pour fil, etc. Il faut une pompe pour administrer l'insuline.
faut un lecteur de glycémie continue. Et cette information de glycémie continue va être transmise à la pompe. Alors, soit par l'intermédiaire d'une sorte de smartphone dans lequel se trouve l'application, qui calcule la dose et qui l'envoie. Voilà. On est plus maintenant à 2 composants, comme on dit, c'est-à-dire en fait le capteur, la pompe. Et c'est dans la pompe qui inclut le logiciel. Voilà. Bon, après tout, c'est jamais qu'un programme. Donc ça ne prend pas de place. Plus. Voilà. Actuellement, il y a 3 modèles. Donc, vous voyez le système. C'est ça ce qu'on appelle la boucle fermée. Alors, boucle fermée, oui, si on la laisse faire. Mais il faut quand même avoir l'œil dessus. Il faut savoir ce qu'on fait. Ne serait-ce qu'au moment des repas, il faut indiquer que je mange et combien je mangeais pour qu'il puisse calculer la dose correcte, la plus correcte possible. Voilà. On a 3 modèles disponibles en pompe, donc avec tubulure, c'est-à-dire avec le fil. La Minimètre 780, bon, à 2 composants. La T-Slim 2, elle s'appelle comme ça, qui a 2 composants, c'est-à-dire c'est une pompe dans laquelle on inclut un logiciel, enfin, qui est l'algorithme, et qui répond à un lecteur de glycémie continue, qui est un Dexcom. Le Minimètre, lui, a gardé son capteur dont j'ai oublié le nom. Le capteur de Minimètre. Peu importe. Hein? Guardian, c'est ça, le Guardian. The Guardian, comme ils disent. Bon. Et puis le Diabloop, mais je suis désolé, Diabloop, je ne sais pas ce que devient Diabloop. Hein? Je ne sais pas si vous avez quelqu'un a des nouvelles de Diabloop, qui a fait grand bruit en disant youpi, c'est on est approuvé. Et c'est vrai qu'ils ont obtenu un cahier des charges extraordinaire de remboursement par la Sécu. Alors là, c'est hyper généreux de la part de la Sécu. Mais le problème, c'est que le matériel, bon, c'est comme, non, mais on rigole, mais en plus, c'est bête. Comment dire, oui, c'est une Française. Oui, ouais, c'est une société française. C'est quelqu'un de très brillant, un ingénieur. Polytechnicien et tout le bazar. Je veux dire que sur le plan fabrication, j'en doute pas, mais sur le plan commercial, donc dommage, on ne dispose pas de Diabloop. Peut-être qu'on va avoir Diabloop un jour, qui est sûrement très bien, qui est là un modèle. Je dirais c'est un demi-fil, c'est long comme ça. Donc c'est quelque chose qui se colle sur la peau aussi, et le cathéter sort sur à peu près 5 cm et piqué juste au-dessus, avec un patch que l'on connaît. Alors que l'omnipode, c'est collé, piqué, enfin vous connaissez pour ceux qui en ont. Donc on attend l'omnipode 5, l'omnipode 4 existe, mais il n'est pas automatisé, c'est-à-dire que le logiciel n'est pas encore inclus dedans. L'omnipode 5, c'est la même chose, avec donc l'algorithme qui a été téléchargé et mis dedans. Donc celui-là, selon les commerciaux, ils nous disent que ce sera fin 2023, mais probablement plutôt 2024. Voilà, bon, bref. Bon. Et puis, il y a une pompe chinoise qui arrive, dont je ne connais pas le nom, qui est toute petite, qui est minuscule, qui est également en patch, mais qui, pour l'instant, elle aussi, n'est pas connectée avec le lecteur. Voilà. Alors, il y a quand même des choses à faire. Oui, enfin bon, fermé, ouverte, hybride, en plein comme vous voulez, vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire, en fait, on a un système automatisé de glycémie, ça on le sait, la lecture, qui se transmet à l'engin et qui permet en effet d'avoir une aide précieuse. Les utilisateurs, j'en vois peut-être s'exprimeront sur le sujet. Voilà. Alors, on a des paramètres à rentrer, ne serait-ce que, voilà, c'est le côté manuel. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa sensibilité à l'insuline, c'est pas difficile, on peut en discuter, on voit, je dirais. La sensibilité, ça veut dire de combien de glycémie ça fait une unité FBC. Voilà. Bon, ça se calcule de façon très bien. Voilà. Le standard, c'est 0,40. Mais il y en a où ils sont très très sensibles, ils ont du 0,60. J'en connais une qui fait 1 gramme. Une unité FBC d'1 gramme. Donc, il faut y aller
très, très, très doucement. Mais bon, ça, il faut connaître la sensibilité et informer la pompe, en effet, de cette sensibilité, etc. Bon. Et il faut du connaître aussi le fameux ratio glucides. C'est bien joli de dire bah, je vais manger 60 grammes de glucides. Bah, oui, mais ça fait combien d'insuline ça? Donc en fait, ça c'est nos amis diététiciennes qui interrogent les gens pour voilà, savoir en effet. Et généralement, c'est autour d'une unité pour 10 grammes. C'est une moyenne. Ça peut être 0,5 comme ça peut être une 5. Ça dépend. Voilà, donc ça c'est à calculer aussi, et donc c'est à informer la pompe. Et ainsi, la pompe, elle a tout. Elle a la sensibilité, elle a la ratio, voilà. Donc, mais à chaque repas, il faut lui indiquer ce qu'on mange. J'ai mis la pompe fait le reste, ou presque, parce que c'est une pompe, et une pompe, ça peut se boucher. Donc si vous laissez monter la glycémie sans réagir, elle va vous cracher l'insuline qui vous servira à rien, sauf éventuellement d'en flanquer une hypo, et encore, même pas. Bref. De même, si on a des défauts de capteurs, mais généralement, il y a des alarmes quand même sur les défauts de capteurs, les défauts de transmission, etc. Je dirais qu'actuellement, même sans ce système-là, même si on n'a pas l'algorithme, on peut se le faire soi-même, si on peut, mais on est en manuel, complètement en manuel. C'est-à-dire, en fait, on a des pompes, des lecteurs, FSL, freestyle, comme Dexcom. OK, on met une alarme basse, alarme haute. Autrement dit, je veux que ça ne franchisse pas 0,70. Il faut m'avertir. Je veux que ça ne dépasse pas 2,20 g. Il faut m'avertir. S'avertir, ben oui, mais il faut que ce soit utile. Autrement dit, c'est à vous de faire, c'est à chaque personne de dire qu'est-ce qu'on fait. J'arrête ma pompe, ou au contraire, j'envoie des bolus. Parce que c'est ce que va faire la pompe en automatique. Mais déjà, on peut avoir cette approche-là, et je pense que c'est un bon apprentissage, en effet, de la pompe à boucle fermée. C'est de voir en effet que la pompe, on peut l'arrêter, on peut diminuer quand ça descend trop bas, pour empêcher de faire une hypo. Ça vous avertit pas que c'est faire une hypo, on s'en fout. Ça. Une hypo, vous le savez, il n'y a pas besoin de machine pour ça. Par contre, ça vous avertit que dans les 30 minutes qui suivent, vous avez un risque énorme de tomber en hypo. Autrement dit, de faire quelque chose pour empêcher que ça arrive. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et donc, de supprimer les hypos. Quel bel objectif. Voilà. Alors, oui, c'est ce que... vous lisez. Je suis tout à fait d'accord avec l'ami Renard qui dit qu'il y a une contre-indication formelle si la personne pense que la machine va tout faire à sa place. Ça, c'est hyper dangereux, parce que c'est là où on va trouver les gens qui vont se trouver en acidocétose, en hypoglycémie profonde, etc. Autrement dit, certes, d'ailleurs, les pilotes d'avion, ils apprennent à piloter avant de brancher le pilote automatique. Ils savent faire, mais ils savent faire au moment où il faut le faire. Donc c'est un peu tout ça. Je veux dire qu'on peut se débrancher, d'ailleurs. Généralement, on n'a pas trop intérêt, je crois, de débrancher. Le pilote, c'est toujours une aide, d'accord. Mais on doit toujours avoir l'œil dessus et sur les compteurs, voir un petit peu ce qui se passe pour revenir. Donc j'ai entendu une personne qui disait qu'au début, c'était une réelle préoccupation. Il y avait une préoccupation davantage par rapport à ce qu'il vivait avant, mais que ça avait apporté une telle amélioration. Il y a quand même moins de boutons que sur un tableau de bord d'avion. Alors, voilà, peut-être la chose qu'on peut imaginer, parce que c'est déjà en route en étude, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, en fait, vous savez ce que c'est, moi je ne sais pas trop. Enfin, tout ce que j'ai compris, c'est que ça vous apprend. Voilà, donc ça apprend ce que l'on fait. Voilà, et en fonction d'eux, etc. C'est un petit peu ce que je me souviens des années anciennes, des années 80, justement, où il y avait des colloques sur les méthodes d'adaptation des doses. Alors, on discutait longuement des méthodes compensatoires et de la méthode anticipatoire. Ça faisait très chic. Mais ça a toujours été. C'est-à-dire que la méthode compensatoire, c'est ce que va faire les bolus supplémentaires. On compense une glycémie qui monte.
Voilà, on compense. Ou au contraire, on la compense en diminuant parce que la glycémie descend, etc. Bon. L'anticipatoire, c'est beaucoup plus difficile. Ça, peu de personnes le font. Parce que ça veut dire aller voir ce qui s'est passé les jours précédents, disons dans les 2 semaines qui précèdent, pour pouvoir en déduire le futur. Donc c'est ça en fait qu'il faut intégrer. Bon, je suis en hypo tous les midis, je prends le cas le plus simple, et je continue malgré tout à faire toujours les mêmes doses le matin, ben non, ça vous anticipez pas du tout, désolé. Voilà. Éventuellement, vous compensez. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est ça en fait. C'est en effet de voir en effet ce qui est rémanent, ce qui est récurrent, et donc de faire quelque chose pour empêcher que ça continue. Voilà. Donc c'est ça en fait que le système va pouvoir apprendre de la personne, et donc de voir des résultats, et donc de corriger en effet, non pas ses erreurs, mais ses manques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je sais pas ce que j'ai prévu. Non, ça, on s'en fout. Bon, c'est un dessin. Le cercle représente 100 ans. Et voilà, ce que je veux dire, entre Leonard Thompson et puis vraiment les années modernes, on a 60 ans qui a passé. Mais il fallait bien ce temps-là pour comprendre les choses qui se passent. On imagine très bien les médecins de l'époque. C'est génial, le diabète, il guérit. Regardez donc, je fais mes pycoses et termine, on n'a pas pu, regardez comme il va bien. Et puis voilà, et puis voilà. Et puis après, il va dire, ah bah oui. Donc il a fallu l'observation, cette longue observation. Il y a des belles études qui observent en effet des statistiques en disant il y a tant de pourcents d'aveugles, tant de pourcents de ceci, tant de pourcents. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc en fait, à peu. Donc, et il a fallu attendre ces années 80 pour commencer à comprendre que la glycémie était pour quelque chose. Et là, hein, c'est pour vieux, si on regarde par rapport à notre contemporain, je veux dire que pour convaincre les gens qui ne voulaient pas l'être, maintenant je pense que tout le monde est convaincu, quoique j'ai encore entendu des choses. Comme je dis tout à l'heure, c'est bien, vous êtes à 2 grammes, bougez pas comme ça, vous ne ferez pas d'hypo. Ça existe encore. Et donc, c'est ce manque de conviction, si vous voulez. Et bon, bref. L'ITF, j'ai cadré ce qui me paraissait important par rapport à ce qui est passé à la pompe automatisée. Il faut de la pompe, première pompe. Il faut des lecteurs en continu, c'est tout neuf. Il faut que la personne fasse une ITF, qui soit un petit peu quand même quelques notions, et que le médecin, bien sûr, au départ, et la personne, soit convaincu de l'utilité et de l'intérêt de normaliser ses glycémies. Sinon, voilà. Je voulais simplement, je ne sais pas si je vais les retrouver. Je pense que si, quand même. Voilà, ce sont des exemples que peut-être certains se reconnaîtront. Ben, c'est très simple, je veux dire que comme graphique, je veux dire que vous avez la courbe glycémique, les objectifs qui sont fixés à 70, 180, d'être dans ce qu'on appelle la cible, hein, 70, 180, 69, là, etc. Et vous avez le débit d'insuline. Et ce qui m'a toujours surpris, enfin, non, pas toujours, parce que en fait, c'est très récent. Enfin, ce qui me surprend, c'est les variations étonnantes de la base. Elle est en bas, là. C'est ça, la base. Ça, cette ligne-là. Ça bouge tout le temps. Donc, on peut comprendre là que avant, ça allait si mal pour la personne en question. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire en manuel avec une base pareille? Elle varie pas énormément, mais elle varie. Donc, elle a son... Bon, voilà. Donc, il y a des bolus. Donc là, vous avez les bolus qui sont des bolus manuels. Hein. Là, c'en est un autre. Et là, c'en est un autre. Et puis là, il y a un bolus automatique qui s'est mis en route pour justement essayer de pallier. Alors ça, c'est le samedi et pour faire descendre le dimanche. Je ne sais pas trop si je l'ai. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est comme tout. Voilà.
Même réflexion, mais vous voyez que tout est rentré dans l'ordre. Enfin, pour la nuit, qui était parti à monter. Là, vous voyez ces bolus. Là, c'est des bolus tout à fait automatiques, des bolus de correction que la pompe a fait toute seule. Enfin, toute seule parce qu'elle est commandée pour le faire, évidemment. Même si c'est en intelligence artificielle, je ne suis pas sûr. Voilà, mais je veux dire qu'on lui a commandé toute seule parce qu'en fait, elle est passée ce que. Et là, on a toujours ces nuits étonnantes pour arriver le matin à une superbe glycémie sans qu'il y ait eu une seule hypo la nuit. Je m'étais dit, en regardant différents exemples, que j'allais vous montrer des succès, mais que j'allais vous montrer des échecs. J'en ai pas trouvé. Il y a d'autres sujets. Par exemple, là. Là. Là, c'est là où il faut voir un petit peu les choses. Mais je veux dire que vous voyez que la base est beaucoup plus calme, à quelques soubresauts. Il y a les bolus faits par la personne, corrigés par la pompe, on refait le péropsone, on recorrigé, corrigé, envoie bolus manuel. Vous voyez, on est vraiment de l'hybride là. Hein, envoie le bolus manuel, corrigé, et corrigé. Et ouf, ça y est, off, c'est entré. Bon, pourquoi il y a une grande bouffée d'hyperglycémie, je ne vous apprends rien, vous savez que des fois ça peut arriver. On n'a pas identifié forcément de cause, mais l'intérêt, en effet, c'est que ça n'a pas trop duré. Ça aurait pu durer davantage. Voilà. Oui, je vois qui c'est. C'est un... Je vois qui c'est. C'est un monsieur, je veux dire que... il n'est pas là, on peut parler de lui. Non, mais... c'est un diabète épouvantable. Comme on en voit à peu près 1% dans la population. C'est en fait qui faisait des hypos sévères. Encore récemment, il a fait un mois où c'était toutes les semaines. Hypo sévère, c'est-à-dire coma, convulsion, tout ça. Enfin, vous voyez l'ambiance familiale. Donc, et pour le monsieur, etc. Voilà, c'est pas. Voilà. Et ben depuis, au début, ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'il ne voulait pas faire de bolus. Il dit qu'elle va le faire toute seule. Ben là, ça, c'est une erreur parce que on n'a pas. Enfin, parce que la pompe a fait bien toute seule, mais il s'est fait flanquer les hippos. Parce que la laissant faire, elle va se faire. Je crois cette pompe-là, elle est programmée pour faire des bolus de correction toutes les heures, toutes les 60 minutes. Pas en dessous, c'est au-dessus. Enfin, après 60 minutes, une fois qu'elle est faite. Donc, il en a eu toutes les heures, ce qui fait que ça a bien descendu, mais ça a surchargé parce qu'il s'est flanqué une hypo. Donc, il faut être manuel, c'est-à-dire envoyer le bolus, et ensuite s'aider de ce système de correction que la pompe apporte. Et c'est ça qui est intéressant. Et je remarque souvent, on sous-dose. Mais là, vous voyez, c'est bon. Et puis, il y a un troisième personnage. Qui doit être par là. Pof. Voilà. C'est quasiment le nirvana, là. Désolé, je vous montre que des choses qui marchent. Je viens de dire, bah oui, mais bon, il y a bien quand même des pièges. Oui, bien sûr. Mais je veux dire que là aussi, pas une hypo. Il y a des trucs, d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre encore. Mais ça, c'est le programme de la pompe. La glycémie monte, et puis pop. Voilà, paf. Il y a un bolus qui fait une automatique, correction automatique. Là, c'est manuel, correction automatique, correction. Donc, il n'y a pas énormément de corrections. Donc, voilà.
etc., etc. Là, ce sont 3 exemples. Il y en a d'autres, hein, mais il n'y a pas une population considérable qui est actuellement appareillée avec ce système-là. Bon, j'ai trop parlé. C'est à vous de dire. Le 11, par exemple, c'est parce qu'il y a un repas. J'imagine le 11, c'est parce qu'il y a un repas au midi, là. Ça veut dire que le 11, il est calculé par rapport au taux de glucides apporté par le repas. Comment ça fonctionne? Oui, c'est le manuel, justement. Et comment on décide qu'on va faire 11? Comment vous décidez que vous faites un bonus? Comme par le taux de glucides. C'est ça? Oui. Donc là, je veux dire qu'on est complètement en manuel. Là. C'est-à-dire qu'enfin, ce que j'appelle en manuel, c'est-à-dire que c'est la personne qui décide de. C'est pas l'algorithme. Bon, donc dans l'après-midi, ben, il y a eu une correction. Et vous voyez que les corrections, en fait, m'étonnent. Un bonus de 0,2, un autre de 0,37, un autre de 0,7, un autre de, je ne sais plus combien, etc. C'est des petits bonus. Je crois reconnaître mes courbes de glycémie au vu des bolus. En fait, la pompe a un système de sécurité. C'est-à-dire que avant la boucle, moi, quand je calculais un bolus de correction avec ma pompe, je balançais la plupart du temps, je balançais 100% du bolus calculé. Là, la pompe fait le même calcul, mais il y a un système de sécurité qui fait qu'au maximum, elle injecte 60% de la dose calculée. D'où les 0,2, 0,3. C'est qu'en fait, c'est la sécurité qui fait que de toute façon, elle n'injectera jamais 100% du bolus de correction. Moi, ce que je retire comme enseignement, c'est que les petites doses sont suffisantes. Ça fonctionne. Alors, elles ne fonctionnent pas toutes comme ça. Hein, mais... En même temps, sur la base, il a monté à 4 unités. Ah bah oui. Oui. Ben, il y a un système où on peut bloquer le débit maximum. C'est pareil, il y a une sécurité sur le calcul des oui. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Il y a un débit maximum qui... Et l'apport de l'IA, c'est pas. Comment? Dans les programmes actuels des pompes, est-ce qu'il y a déjà l'intelligence artificielle ou pas encore? Si, sur celle-là. Diabloop? Bah, ils disent, oui, mais Diabloop, ils disent tellement de choses que moi, je ne sais plus. Et puis on ne les voit pas, on ne les voit jamais. Je veux dire, c'est comme l'Arlésienne, quoi. Je veux dire, mais c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage parce que c'est sûrement du bon boulot qu'ils ont fait. Je veux dire, il y a pas de... Mais commercialement, je ne sais pas trop ce qu'ils offrent. On ne voit pas, on ne voit pas. Quand on appelle, on n'a pas de réponse. Voilà. Donc, dommage. Tant pis pour Diabloop. Mais sur celle-là, il n'y en a pas, je ne crois pas. Mais il y a des travaux qui sont en cours. Je ne sais pas trop si leur algorithme, là, si je crois que c'est celui-là. C'est celui qui a été développé à Charlottesville, une université aux États-Unis, qui a sorti un algorithme qui est donc universel, si je puis dire, enfin qui marche sur cette pompe-là comme marche sur d'autres. Je veux dire que Omnipod, c'est ce qu'ils ont pris aussi. Je veux dire que... Et Diabloop, non, c'est pas Charlottesville, c'est un autre mathématicien. Mais tout ça, on est vraiment au début de quelque chose, quoi. Mais début, quand on voit ça, je trouve que c'est un début extrêmement prometteur. Extrêmement prometteur. Maintenant, je me rends compte que ça demande une grande implication de soi-même et, allez, n'ayons pas peur, du boulot, quand même. C'est-à-dire qu'il faut y passer du temps, je trouve. Maintenant, je ne sais pas, là, je passe la parole aux utilisateurs. Au point de vue temps passé sur les pompes, la vie avec, tout simplement. Je veux bien sur la 2 précise.
bah non, on va. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Émilie. Vous avez droit à mes courbes de glycémie à l'affichage. Je pensais que ça resterait confidentiel, mais bon. J'ai pas le nom, mais bon. Alors, ma petite histoire, je suis née en 85, diabétique depuis 1988, donc j'ai quelques années derrière moi. Première pompe à insuline, ça a été un grand tournant en 2006, parce que ça a commencé à me permettre en fait, de revivre avec mon diabète. Je suis passée au capteur de glycémie en 2017 avec la sortie du freestyle pour le grand public. Bon, le freestyle, moi, même pas convaincu, parce que j'avais des soucis de compatibilité de peau. Mon freestyle tombait systématiquement, donc c'était un peu franchement galère. Donc, je suis passée sur le Dexcom. Suite à des arrêts de maintenance de pompe, on va dire ça comme ça, il a fallu que je change de pompe. Donc, avec Françoise, on s'est vu plusieurs fois. J'étais bien tentée par la T-Slim, puisque, en effet, elle était annoncée comme avec une boucle fermée, mais non disponible en France à ce moment-là. Sauf que, bon, voilà, la pompe me plaisait, donc... je me suis fait la main sur la T-Slim, sur le Dexcom, tout allait bien. Et quand l'algorithme est enfin arrivé en France, on a chargé l'algorithme sur la pompe et me voilà partie dans l'aventure de la boucle fermée. Petite particularité de la T-Slim, elle avait une option avant la boucle fermée qui était uniquement le stop hypo. Moi, j'avoue que ça a été une première étape quand même où déjà on apprend à faire confiance à la pompe en se disant bon, si la glycémie chute, la pompe de toute façon automatiquement elle va se couper et automatiquement elle va redémarrer. Personnellement, en tant que pompée, j'ai jamais coupé ma pompe sur une hypoglycémie. J'ai jamais osé le faire parce que toujours peur de se dire si j'ai oublié de la remettre en route, ça va être sympa au réveil. Là, au moins la pompe, elle gérait au moins cette partie-là. Alors la boucle fermée, on franchit le pas en mai de cette année, donc j'ai pas encore beaucoup de recul. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est quand même une sacrée liberté. Alors oui, ça demande une implication au départ, ça demande encore de se poser des questions quand on voit les courbes de glycémie, à se dire est-ce qu'il y a moyen de mieux faire encore que ça? On cherche toujours l'excellence, je dirais que c'est un peu notre défaut. Juste quelques chiffres. Avant la boucle fermée, hémoglobine en moyenne entre 7,5 et 7,8. Première hémoglobine, 3 mois de boucle fermée, 6,6. Pas d'hypo majeur, pas d'hyper majeur. Enfin, je dirais, voilà, pas une vie de rêve, mais voilà, les chiffres sont là. Moi, c'est ce que je dis, j'ai récupéré un vrai sommeil. C'est-à-dire que la nuit, la pompe, elle se débrouille. Quand la glycémie chute un peu, quand elle monte un peu, la pompe, elle se débrouille. J'ai pas besoin de me réveiller pour dire, alors qu'est-ce que je fais? En journée, c'est beaucoup plus confortable. Alors ça, c'est lié aussi au système Dexcom qui gère les alarmes. Je dirais, ouais, c'est tout bête, mais c'était une première étape importante. Avoir déjà une alarme qui sonne la nuit quand vous êtes en hypoglycémie, c'est quand même plus sympa que de devoir se réveiller toutes les 2 heures pour faire une glycémie. Enfin, c'était à peu près ça ma vie avant. Donc voilà, donc oui, la boucle fermée, c'est génial. Moi, je le dis, enfin voilà, c'est pas... Par contre, ça demande quand même de faire gaffe. C'est ce qu'on disait, un bolus repas oublié, la pompe, elle va pas compenser. Enfin, très clairement, elle n'y arrivera pas. Un bolus repas sous-dosé, c'était le cas ce jour-là. Très clairement, elle a du mal aussi à rattraper le truc. Donc, il faut se refaire un bolus en manuel. Après, moi, personnellement, j'en suis satisfaite. Enfin, voilà, alors, on va toujours discuter de la pompe avec tubulure, sans tubulure. Ça, ce sont des choix très personnels. Bon, perso, s'il y a un patch qui sort avec une boucle fermée, avec un réservoir 300 unités, je pense que je franchirai le pas aussi. J'ai déjà porté un pod, j'ai dû l'arrêter pour des raisons de tolérance. Mais franchement, ouais, la boucle fermée avec le pod, ça deviendrait le rêve. Bonjour, moi je m'appelle donc Didier Boders. Je suis sous insuline depuis 1993, avec un peu de recul. J'ai commencé, alors moi j'ai pas connu les aiguilles en verre, mais juste après, quoi, donc avec les 4 injections aux aiguilles en plastique, là, enfin aux seringues en plastique. Je dois être sous pompe, alors là, je ne sais même plus trop, hein, ça fait quelques années quand même maintenant, ça doit être rendu à la 3e ou la 4e. Pour les électeurs continus, j'ai commencé pareil, juste à la sortie du Dexcom, là, j'étais volontaire. Pareil, franchement, c'est très déçu tout le temps décoller, on se tape dedans. En gros, il n'y a pas de mots, mais c'était pas bien. Enfin, je n'ai pas trouvé ça terrible. Et on est passé donc à Dexcom 4 ou 3, peut-être même plutôt, enfin, je ne sais plus. 6, non, mais avant. Non, j'avais 4. Alors G4, j'ai commencé au G4. Et là, par contre, c'était question lecteur continu. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment bien, même avec le lecteur à côté, c'était vraiment.
Et puis, suite à une perte de pompe qui est tombée dans le fond d'une rivière, suite à un chavirage, eh bien, je suis passé donc à la T-Slim, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors moi, j'ai peut-être encore un peu moins de recul, c'est-à-dire j'ai dû commencer il y a 3-4 mois, peut-être au début de l'été. Peut-être au début de l'été. Et première mesure d'hémoglobine glyquée, je suis passé quand même donc en 3 mois, hein, oui, en 3 mois, je suis passé de 8,5% à 7%. Quoi. Oui, à 7%. Donc, à ce niveau-là, alors par contre, là, j'ai regardé, j'ai sorti mes comptes tout à l'heure, j'ai regardé. Je pense que je suis peut-être en train, la prochaine sera peut-être pas aussi bonne. Enfin, aussi bonne, je sais pas. Moi, c'était un bon objectif, 7%, c'était un bon objectif. Et sans rien faire de particulier. Moi, je trouve pas que c'est plus compliqué que d'avoir une pompe qui n'est pas, entre guillemets, autogérée. L'avantage, c'est la correction effectivement, des basales. Bon, bah, ça, on s'en occupe pas, c'est vrai, on ne se réveille pas la nuit. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai celle-là, enfin, depuis que j'ai la boucle, j'ai fait aucune hypo, 0. Alors qu'avant, j'étais quand même. Je faisais des trucs assez sévères. Ça m'arrivait, enfin, pas tous les jours non plus, hein, mais j'ai eu plusieurs fois même des trucs assez violents. Et donc là, j'ai plus aucune hypo, truc où on délire, quoi. Des trucs basses, des glycémies basses, ça peut m'arriver. Mais on voit tout de suite, de toute façon, enfin là on les voit, là, à 0, on voit que là c'est... Voilà, donc là on voit vraiment que la pompe s'arrête. Ça s'arrête vraiment quand même, elle passe 0. Moi j'ai une basale programmée de à peu près, je crois que c'est 1 unité 25 heures. Bon, je pense que ça se situe dans le graphe, peut-être là, quoi, à peu près. On voit vraiment que la base de la descente, là, quand elle a à peu près 1 gramme, on voit vraiment que la pompe s'arrête, quoi. Et c'est ça qui fait sans doute l'efficacité de se réveiller le matin comme il faut, quoi. Parce que, alors moi, j'avais pas trop de problèmes de sommeil. Mais enfin, oui, ça m'arrivait. Les pompes actuelles, même celles qui ne sont pas interconnectées, elles sont quand même des alarmes. C'est-à-dire qu'elles sonnent quand même si, enfin, tout du moins les lecteurs continus, Dexcom 4, 5, 6, là, ils ont quand même des alarmes. Donc, c'est-à-dire que si on tombe en hypo, voire en hyper, mais ça sonne, quoi. Bon, après, il n'y a pas d'interaction, il faut se réveiller. Mais c'est pour ça que moi, il n'y a pas une grosse différence, sauf que ça le fait quand même tout seul. C'est quand même, moi, je trouve, c'est moins prise de tête que de dire pour ce qui est la base. Franchement, après, il faut gérer, mais c'est pas plus compliqué de gérer ces bolus de repas. Parce que c'est la même chose, hein. On sort sa pompe, on me donne, dit que je prends tant d'unités, point, je les injecte, hein. C'est exactement pareil que les pompes il y a 10 ans, hein. Ça ne change rien par rapport à ça. Le seul, moi, j'ai pas remarqué ce phénomène de correction automatique. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu ça sur mes courbes, moi. Je sais pas pourquoi. C'est celle-ci, là. Sortez mes courbes, là. Je pense que ça. Non, je crois pas. Non. Mais par contre, ça, oui, ça, c'est flagrant, ça, je le vois tout le temps. Mais les automates. Bon, après, c'est pas grave, hein. Okay. Et moi, c'est pareil, j'aurais été tenté par un pad ou des choses comme ça. Mais en fait, moi, j'ai des soucis j'utilise uniquement des aiguilles en ferraille. Je peux pas mettre si je mets des injecteurs en téflon, ça marche pas. Chez moi, ça marche pas. Donc, il me faut une aiguille. Donc, ça n'existe pas sur les pads. Donc, il faut des KT, enfin, pas spéciaux, mais... C'est moi, ça? Ah, c'est moi, ça? Ok. Ouais. C'était pas le bonjour, c'est ça? Bah, je sais pas. Donc là, oui, c'est pareil, on voit que ça passe à 0. Ah bah oui, j'ai chargé avant de venir. Mais c'était pas bon. Mais voilà, c'est pas bon. Là. Si, voilà, ça doit être. On arrive dans les jours. Ouais. Ouais, mais là, je suis tombé. En fait, là, j'ai eu une galère de capteur. J'ai perdu. Le problème, c'est ça. C'est quand votre capteur il s'arrête. Moi, mon capteur s'est arrêté parce qu'il a une durée de vie limitée, comme tous les capteurs. Et évidemment, j'étais parti en balade et j'en avais pas pour remplacer. Donc, je suis resté sans capteur pendant.
je sais pas moi, une demi-journée, quoi. Après, là, c'est voilà, ben, là, on se débrouille comme on peut. Mais après, là, c'est vrai que par contre, ça met la pagaille. Ça met un peu la pagaille dans la pompe, hein, parce qu'elle, elle voit plus de données arriver, donc elle arrête la base pratiquement. Et par sécurité, non, elle arrête pas. Non, en Ah fait, ce ouais, qui se passe, c'est que quand il moi, n'y a plus de données de capteurs, là, si là, le contrôle IQ était enclenché, par moment, il perdait le signal, ce qui fait qu'il s'enclenchait que par moment. Alors, on a quand même une sécurité sur Xeon, parce que c'est vrai qu'on parle de la boucle. Savoir gérer à l'ancienne, alors quand je dis à l'ancienne, je passais pour une vieille, mais savoir faire ses bolus à la main, savoir faire ses corrections à la main, savoir même faire des glycémies capillaires, c'est encore utile. C'est utile, tout simplement, petite expérience. Alors, on peut avoir un capteur à changer et oups, j'ai oublié de prendre ce qu'il faut. Ça m'est déjà arrivé. Il y a aussi le coup de la panne de la pompe. C'est con, ça arrive. Alors moi, ça m'est arrivé très fun, hein, je devais prendre le train à 6h30 du matin, la pompe m'a lâché à 6h, il fallait que je parte en formation. C'est sympa, ça met, ça met en condition pour la journée. Je me suis retrouvée à faire des injections au restaurant dans les toilettes avec mes stylos, vieux souvenir, parce que c'est un truc que je n'avais pas fait depuis au moins 10 ans. Pour autant, garder ces réflexes-là, c'est quand même important, parce que ça nous permet quand même de gérer les galères. Oui, on a une pompe, oui, on lui fait confiance à notre pompe. Enfin, voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais la pompe, en tout cas, elle a une sécurité. La première sécurité, c'est que s'il n'y a pas de données capteurs, elle revient au programme initial qui est programmé, c'est-à-dire la base qui est programmée. On peut faire des bolus. Le on, en fait, le contrôle IQ, c'est le nom du programme. Quand le on est activé, c'est les zones en fait où la pompe récupère des données et le contrôle IQ est enclenché et fonctionne. Quand c'est blanc, c'est-à-dire que là, je pense qu'il y a eu des pertes de données en fait du capteur si le capteur commençait à être un peu vieillissant. Et là, pour le coup, elle a perdu au moins elle a perdu le signal du capteur. Donc, c'est-à-dire que là, quand on fait en noir, ça, c'est la base. Ça, c'est elle qui a corrigé la base et qui l'a augmentée, a priori. Ou c'est la base normale, je ne sais jamais les couleurs sur ce graphique-là. Mais voilà, il y a une sécurité, tout comme on peut désactiver le contrôle IQ. Alors moi, j'ai eu à le faire, alors pas avec ce système-là, avec le stop hypo. J'ai eu à le faire tout simplement malade, bien malade, tellement malade que, alors, je passe les détails, grosse gastro, impossible à sucrer, des hypoglycémies à ne plus savoir gérer, la pompe qui se met à hurler même à 3h du matin. Enfin, il y a un moment, je me suis dit, c'est bon, je coupe toutes les alarmes et je repasse à l'ancienne. Je vais me débrouiller, je sais ce que c'est une hypo, je sais la gérer, parce qu'il y a un moment, les alarmes, c'est bien, mais c'est stressant quand ça sonne toutes les demi-heures la nuit. c'est bien les alarmes, mais pas à ce point-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie en fait notre histoire et notre façon de savoir gérer notre diabète. Alors, ce que je dis à la mano, mais on n'est pas à l'abri d'une pompe, d'un problème technique, d'un cathé qui se bouge, d'un cathéter qui lâche, d'un capteur qui lâche, d'une pompe qui tombe en panne. Savoir le gérer, et oui, en effet, se dire, tant pis, mon capteur, il aurait fait que je le change, je ne l'ai pas fait, tant pis, je me fais une demi-journée sans, mais on va y arriver. Enfin, je dirais, voilà, on connaît notre diabète, on se connaît. C'est quand même plus important. Mais voilà, il ne faut pas oublier que la pompe, elle sait fonctionner en autonome quand elle n'a plus les données du capteur. Elle repasse sur sa base initiale, pour vous, un 25. Elle repasse sur son programme de base initial, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'il n'y aura pas les variations et il n'y aura pas les corrections automatiques. Juste pour info, par rapport à ça, moi, je suis toujours un voyageur à longue distance, pas 6 mois par an, mais je n'emmène plus ma pompe en déplacement lointain. Alors, quand je dis lointain, c'est à l'autre bout du monde. Ça m'est arrivé une fois et ça s'est super mal passé. Donc je pars avec mes stylos et mes bandelettes à la très ancienne. Ça m'est arrivé. Je crois que je n'allais pas rentrer, quoi. J'avais emmené 2 fois. Pourtant, j'avais emmené 2 fois l'équipement nécessaire pour tenir sur place et ça l'a pas fait pour des raisons plutôt de température et d'hydrométrie. C'est-à-dire que ça tous décollait. J'arrivais pas à tenir aucun patch. Et donc, je me suis retrouvé peut-être donc expérience désastreuse. Donc je ne le fais plus, je ne déplace plus. Alors en général, je pars avec mon capteur pour le finir, quoi, parce que voilà, ça s'arrêtera plus loin. Et puis la pompe, pareil, pour finir à l'intérieur de la pompe. Mais après, moi, je fais plus. Après, j'ai croisé des gens dans des endroits très très isolés avec des mêmes pompes que moi, qui avaient l'air de bien s'en sortir. Moi, je garde ça pour le courant. Enfin non, mais je veux dire que c'est plus facile, quoi.
Ah, moi, j'étais. Après, chacun fait bien sûr comme il veut. Hein, mais moi, c'est l'expérience que j'en avais retirée, c'était que bah, même si on emmène le double de matos qu'il faut, même si on emmène tous les stylos qu'on voulait bien emmener, bah, faut quand même être enfin, prévoyant, je dirais, quand on part loin et longtemps. C'est surtout ça, quoi. Après, pendant qu'on reste en France métropolitaine, voire outre-mer, il y a toujours une pharmacie à côté. Vous avez toujours votre carte vitale, on peut s'en sortir, quoi. Oui, oui, oui. Ah bah, c'est pas toujours mauvais. Non, non, mais j'ai regardé, tout à l'heure, c'était quand ça? Ouais, voilà. Ouais. Bah, ici, avant-hier, vendredi, le 11 novembre. Ouais, 11 novembre. Ah, il faisait beau, il y avait du soleil, tout ça, la plage était belle. Donc, voilà. Je termine, je vais essayer de ne pas redire la même chose. J'ai juste peut-être un tout petit peu plus de recul du coup par rapport aux personnes qui ont commencé sur la boucle fermée, je vais appeler ça comme ça, même si ce n'est pas les bons termes. Moi, je précise pour commencer, j'utilise un système qui n'est pas homologué, donc qui est un système qui a été mis en place aux États-Unis par des parents de patients diabétiques et qui a été mis en libre de droit sur Internet. Et donc, j'ai commencé à travailler il y a quelques années maintenant et qui m'a demandé pratiquement 1 an de travail pour arriver à comprendre ce qui avait été proposé, puisqu'il y a 4 ans, à l'époque, quand j'ai lu les premiers échanges qu'il y avait là-dessus, je me suis dit que les gens étaient un peu fous de faire des choses par eux-mêmes comme ça. Et puis petit à petit, en lisant, en continuant, pendant 1 an, j'ai travaillé en me disant que peut-être finalement, ça allait pouvoir fonctionner. Donc c'est un système que j'ai en place pour moi et que je ne recommande pas. Voilà, c'est à la liberté de chacun de l'utiliser ou de le mettre en place. Ceci étant dit, ça a été long. Ça a été long parce que je ne connaissais pas mes paramètres à moi, c'est-à-dire je ne savais pas comment je réagissais à l'insuline. Je ne savais pas, ce qu'on a vu tout à l'heure quand on en a parlé, comment je réagissais quand je prenais 10 grammes d'insuline, comment je réagissais quand je faisais du sport, etc. Donc il fallait que je teste finalement mon corps avant de pouvoir intégrer ces paramètres-là dans la pompe en elle-même, où aujourd'hui je pense que vous êtes accompagné par les médecins pour vous permettre aussi de définir ces paramètres-là, parce que la machine en elle-même, elle ne fait rien, c'est qu'un logiciel et elle ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai que ça n'est qu'un paramètre qu'on lui demande d'appliquer. Donc, voilà, ça a été beaucoup de travail. Aujourd'hui, ça fait 3 ans maintenant. J'ai passé ma 3e année en septembre de boucle fermée et j'ai un système qui fonctionne avec donc un lecteur Dexcom, une pompe Omnipod et un iPhone. Et puis une toute petite carte mémoire qui permet de les faire communiquer. Donc j'ai une assez grande liberté de mouvement par rapport à ça. Et donc depuis 3 ans, effectivement, j'ai constaté les mêmes effets, hein, c'est-à-dire qu'assez rapidement, j'ai changé mes nuits. Donc maintenant, quand je dors pas, c'est pas à cause du diabète, c'est pour d'autres raisons. Donc voilà. Et ça a été le premier effet complètement révélateur de cette boucle fermée parce que je me suis rendu compte que ça devait faire 15 ans que je dormais pas. Alors que je dormais, mais que certainement je dormais mal. Et là, du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai accepté de laisser la machine prendre la main, et c'est pas facile, hein, parce que quand ça fait 15 ans, 20 ans qu'on maîtrise tout, et que d'un coup, on se dit, on va laisser la machine faire, autant vous dire que moi, les premiers temps, je regardais les résultats toutes les 5 minutes, je mettais mon réveil toutes les 2 heures la nuit pour justement vérifier ce qui se passait. Finalement, au bout de 48 heures, j'ai lâché prise, et puis j'ai laissé la machine prendre la main. Mais c'est pas si simple au départ. Et c'est vrai que l'effet sur les nuits, je trouve, est vraiment phénoménal. Et puis, au bout de 3 ans, je me dis que ma vie, elle a complètement changé, en fait. C'est-à-dire, je sais que j'ai encore une pathologie, je sais que je suis obligée quand même de regarder ce qui se passe, qu'il faut intervenir quand il y a un problème, quand il y a un cathéter qui est bouché ou ce genre de choses, ça ne change pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de moments dans ma journée où j'oublie le diabète, où je regarde plus
et où c'est la machine qui fait ses calculs toutes les 5 minutes, parce que c'est quand même toutes les 5 minutes qu'il y a un calcul qui est fait, et qui reprend la main, qui réinjecte. Alors au démarrage, j'avais des hémoglobines glycées pareil qui ont chuté assez drastiquement sans hypoglycémie. Je le dis, j'avais presque honte de voir des résultats comme ça parce que je faisais rien en fait. Je disais mais c'est incroyable parce que je fais rien et j'ai un super résultat. Bon, là je vois aussi qu'au bout de 3 ans, peut-être que j'ai un peu laissé les choses. C'est pas grave, je suis quand même en dessous de 7%. Je suis contente, je m'en occupe pas. Et puis voilà. Et par contre, je m'en occupe pas, mais je m'en occupe quand même en fait. Voilà. Il y a toujours une attention qui est là, et il y a les alarmes qui permettent aussi de dire bon bah voilà, là je vois ça sonne parce que j'ai dit c'est trop bas, c'est trop haut, et on sait qu'il faut réagir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un changement qui apporte une liberté qui est quand même complètement incroyable. Et on se rend compte les fois où ça tombe en panne, parce que ça peut arriver, ça tombe en panne. Et c'est vrai que quand on doit ressortir soit des stylos ou se dire, bah zut, on repasse en manuel, bah, c'est plus compliqué. Mais il faut être capable de le faire. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'on a laissé la main à la machine, et puis bah, de temps en temps, il faut se dire, ah, attention, là, il faut que je reprenne la main parce qu'il y a un problème. Et donc, il faut le faire suffisamment tôt pour ne pas se retrouver dans une situation qui est compliquée. Voilà, moi, pour avec un peu plus de recul peut-être sur les quelques années d'expérience en plus. Et c'est vrai que bah, l'omnipode, la boucle fermée, bah, moi, je peux aller nager comme je veux avec mon pancréas qui me suit. Donc, c'est quand même pas mal. Je le mets dans une pochette et puis voilà. Et ça tient à peu près. Voilà. Je consolide avec des pansements. Voilà. Et puis bah, après, il reste quand même les problèmes techniques qui restent. Moi, je fais des réactions au pansement. Bah, j'aurais beau avoir n'importe quel logiciel, ça sera toujours la même chose. Voilà, quand les cols de pansement ne tiennent pas ou qu'elles font des réactions, bah, ça ne marche pas. Voilà. Voilà par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. La vie est changée, quoi. Ouais, complètement. Et on retrouve une énergie. Bah, quand on dort, on retrouve de l'énergie, il n'y a pas photo. Et puis, bah, la charge mentale du diabète, elle disparaît pas complètement, mais en fait, elle est quand même. On a une aide finalement, on n'est plus tout seul quelque part. Donc, ça reste une machine, mais c'est vrai que ça permet de prendre des décisions. Et finalement, là, on dit il y a 280, je crois, mesures de glycémie qui sont faites dans la journée. Donc, le logiciel, il réagit 280 fois. Là où, en tant qu'être humain, on va peut-être aller voir, allez, 10 fois, 15 fois, et bonjour la charge mentale, quoi. Donc, tandis que là, bah, ça réagit tout le temps. Et c'est vrai que quand on voit qu'on a une nuit et on arrive à 1 gramme au réveil et qu'en fait, on regarde plus le matin, finalement, parce que, ben, voilà, c'est plus le réflexe de se dire à combien je suis quand je me réveille, il n'y a plus besoin. Bah, c'est quand même une liberté qui est incroyable, quoi. Alors, je vais vous montrer. J'ai un petit sac que j'ai fait faire sur mesure pour le trimballer. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc, j'ai un iPhone, qui est un iPhone 7 que j'ai acheté d'occasion, parce que je n'avais pas d'iPhone, puisque moi, j'ai de l'Android. Donc, voilà. J'ai une petite carte qui est là-dedans. Donc, ça, ce n'est pas des trucs pour les oreilles, mais c'est une petite carte mémoire qui est là-dedans, qui marche avec 2 piles. Et puis, bah, c'est tout, en fait. Et après, bah, j'ai un Dexcom. Et puis, de l'autre côté, j'ai la pompe, la Omnipod, l'ancienne Omnipod, et puis le Dexcom. Et donc, ça fait l'interface entre les deux machines. Un peu comme, finalement, c'est fait en automatique sur la pompe que vous avez, en fait. Voilà, c'est 3 composants. Donc ça tient très bien dans une pochette avec laquelle on peut aller nager si on veut, finalement. Donc, voilà. Ouais. Alors, nous, on est en 2 composants. Alors, quand je dis nous, monsieur est pareil que moi. Donc, nous, on a une pompe à insuline. Alors, je suis désolée, moi, je la range là. Voilà. Une pompe à insuline traditionnelle et un capteur Dexcom. La pompe récupère directement les données du capteur. Et affiche sur l'écran la courbe glycémique. Ouais. J'ai ma glycémie, j'ai ma courbe sur moi les 3 dernières heures, l'insuline active parce qu'il y a eu un bonus de correction. Enfin, bon, voilà. Tout ce qu'on a sur une pompe classique en termes de données insuline.
moi, je donne pas de cours. Il y a toutes les ressources qui sont disponibles sur Internet pour le système-là. Après, tout est en anglais. Voilà. Et puis après, il y a des groupes qui se font en France, puisqu'il y a quelques patients qui ont ça pour justement aider les personnes qui souhaitent le mettre en place. Il faut savoir que c'est quand même un système qu'il faut regarder régulièrement. Il y a une mise à jour de logiciel à faire au moins une fois par an. Il y a un coût, hein, puisqu'il faut pouvoir développer les choses. Après, le système est quand même assez avancé, puisqu'il a quelques années, quelque part, d'avance. Donc, il permet aussi d'avoir des programmes spéciaux pour gérer des moments spécifiques. Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec la Teslim. Quand on fait du sport, par exemple, on indique, voilà, 1 heure de sport. Donc, il y a un programme qui permet de réduire tous les besoins à 60%. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de jouer avec les moments de stress éventuellement ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est très pratique, ce genre de... Voilà. Oui, parce qu'elle est à fil, mais les prochaines qui arrivent, on pourra se baigner. Voilà. Et après, peut-être que celle que j'ai peut être un chouïa plus agressif, puisqu'il y a des choix aussi. On peut corriger de façon un peu plus forte si on veut qu'il y ait des injections un peu plus rapides. Donc, voilà, ils ont, je pense, mis un peu plus bas les seuils de correction par rapport à ce qui est aujourd'hui dans le commerce, en fait. Bon, il y a aussi des sécurités. Hein. On ne peut pas injecter plus de temps. Enfin, voilà, mais c'est nous-mêmes qui les définissons pour le coup. Quand la nouvelle génération va arriver, vous allez passer à la nouvelle génération? Non. Moi, je reste avec mon système, je pense. Alors, en fait, le système qu'on a là, après, c'est parce que je le maîtrise déjà. Voilà. Et bientôt, ils utiliseront la pompe Dash, donc celle, la dernière génération, alors que là, on est sur l'ancienne. Et puis, dans la réflexion, ils sont un tout petit peu plus loin, je pense. Et donc, en particulier, effectivement, tous les programmes là qui sont faits, les programmes un peu spéciaux, enfin voilà, il y a des choses un peu plus sur mesure peut-être, qui pour l'instant me disent que je vais rester. Après, on peut toujours changer d'avis. Hein, donc, voilà. Le matériel Donc ça nécessite quelques compétences informatiques. Alors moi j'ai une appétence informatique. Bon, je parle anglais, donc ça m'a aidé quand même à faire les. Voilà, c'était plus simple. Après, en soi, une fois qu'on a le matériel, il y a quelques clics. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se dire que faut quand même aller regarder ce qui se passe et comment ça fonctionne, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est complètement voilà. Après, c'est parce que aussi ils peuvent pas donner ce logiciel voilà gratuitement, puisqu'il faut que ce soit vraiment la personne qui ait fait le choix de mettre en place ce logiciel pour elle, puisque on accepte entre guillemets les conditions de danger à son propre risque, quoi. Mais l'idée, c'est pas tant ce système-là. L'idée, c'est de dire voilà, que demain, c'est des systèmes qui arrivent aussi avec la pompe patch, qui est quand même vraiment intéressante aussi. Et puis de voir les différents systèmes qui se développent. Après, que ce soit en fabriqué soi-même ou proposé par les labos, il y a 2 ans, il n'y avait pas tout ça, en fait. Les dernières conférences qu'on a fait ici, on attendait que ça arrive. Donc, voilà. Oui, enfin, pas 2 ans, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, peut-être, avant le Covid en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on éteint. Écoutez, on va prendre le verre, on va boire. Ah, ben les questions, elles se feront autour du bar. Je sais pas, non, oui. Non, c'est vraiment plein de réflexions. Oui. Il y a une demande de prise, il y a une demande d'entente préalable pour le DESCOM à faire avant le DESCOM. Oui. Ouais. Si elle existe un peu et en moins.
En fait, on avait des lecteurs de glycémie qui pouvaient On va pas présenter un peu. d'éviter de sortir la pompe. Ça, c'est le Ça, lecteur de ah oui, glycémie. j'ai- Moi, je l'ai En fait, les données, on avait à Et après, je lui laquelle, celle-là pendant des c'est le années. et il fallait demander à la Sécu. Il fallait faire une demande d'entente. Ça, c'est la- J'ai eu la c'est la non, j'ai eu la 640 il y a pas longtemps. Donc au départ, on avait que 10 ou 15 patients. On avait un. Longtemps. Ouais, Je c'est sais celle-là que que j'ai j'ai eu perdu. pendant Je très sais longtemps. que j'ai perdu. Par la DAS. Enfin, elle était- Ça fait plus de 30 ans. Et la pompe n'est remboursée que depuis l'an 2000. C'est pas si vieux. Hein. Oui, mais on fonctionne depuis 1980. On s'est débrouillé. Ça coûte pas très cher, en fait, ce système. Ça coûte pas plus cher qu'une pompe, ancien modèle, sauf qu'il y a le prix du logiciel, le prix de l'IQ dans ce système-là, le prix de l'algorithme. Ça vaut. Une pompe. Non, mais l'algorithme. Teslim 2, l'algorithme, c'est se vend plus tout seul maintenant. Ils vendent Teslim 2. C'est inclus dans la prix. Elle est incluse dans la pompe. C'est 3 500 €. Alors que le système de Marine, bien sûr, est nettement moins cher. Ah oui. Nettement moins cher. Parce que le pod, c'est 100. Voilà, ben oui, c'est 18 € quoi. Sur les 640, tu n'es pas intégré directement le logiciel? On l'active pas. Oui, c'est plus 640 maintenant, c'est carrément 780. Vous parlez de la Minimed? Oui. Ah oui, c'était 780, vous êtes Ouais. Même sur 640, il y avait déjà le logiciel. Bah, il y avait surtout un stop hypo. C'est tout ce que je me souviens. Je ne crois pas qu'il y avait d'adaptation hyper. Enfin, je ne sais plus quel est le numéro. Je crois que c'est 780 quand même. Non, je répète qu'il n'y a que 3 modèles disponibles remboursables. Hein. Il y en aura d'autres, etc. Mais je veux dire que c'est en effet ce système-là, Teslim, Teslim 2, voilà. Donc, là. Ensuite, il y a Medtronic, Minimed. Alors lui, bref. Oh oui. Bon. Et puis, donc, ce fameux Diablo, mais comme on ne le voit pas, on ne connaît même pas les prix. Donc, voilà. Quant au Omnipod, bah, c'est un système de location. Voilà. Pour les pompes aussi. C'est-à-dire que si vous Oui. partez avec une Teslim 2, que vous essayez la Teslim 2, si dans 8 jours vous me dites, moi j'en veux plus, je repasse au pod, je vais vous dire non, je ne peux pas. Ça ne passe pas parce que j'ai engagé 3 500 € qu'on va me rembourser sur 4 ans. La Sécu ne me rembourse pas 3 500 € d'un seul coup. Elle me Non, mais rembourse puis en sur 4 ans. plus, c'est un beau matériel, donc il ne faut rien réfléchir avant. Et puis, autrement dit, il Non, faut mais je veux vraiment dire que que- ça apporte quelque chose. Il faut se dire, est-ce que ça va m'apporter un plus? Est-ce que ça va Aujourd'hui, apporter on quelque pouvait chose? le faire avec Très le bien. pod. Auquel Vous cas, me dites, François, voilà. le pod, j'en veux plus. D'accord, ok, je vous écoute, je vous entends, et puis on passe à autre chose. Ça m'a coûté 170 €, c'est pas. Voilà, je peux. 3 500, je peux pas. Quant au système do it yourself, je suis absolument interdit d'en parler. Tous les diabétologues ont reçu un jour un texte qui nous a été envoyé par la Société française de diabétologie, par une voie carrément juridique, en nous rappelant un texte de loi en disant qu'on était passible de je ne sais pas combien d'amendes et d'années de prison. Quand on fait la... Mais non, mais je comprends le légiste, c'est-à-dire qui essaye de légiférer un petit peu la sécurité des choses. Là, ça marche, mais il faut que le matériel porté par un patient doit être, je dirais, vérifié, agréé. Voilà. Vérifié pour que ce soit du matériel qui soit sûr. Voilà. Alors, je ne veux pas dire que le matériel n'est pas sûr, mais Marine, vous êtes une exception. Parce que, bon, c'est une détermination. Il y en a quand même, il y en a quand même plusieurs. Hein. C'est la personne, moi, c'est personne. Mais bon, on a exhorté, on n'a pas interdit. On a dit,
ne faites pas l'apologie de ce système. Voilà. Après, le système do it matériel, yourself. le matériel en soi, enfin, c'est un omnipode et un Dexcom. Oui, c'est oui, le oui, logiciel oui, en c'est le- lui-même. Ouais, c'est ça. C'est le logiciel qui peut-être est mis en test parce qu'il n'est pas passé par les tests Ouais. nombreux. Oui, mais c'est bien que ça. C'est vraiment. Ces pompes qui sont sur le marché, ils ont 15 ans d'études derrière. Et de vérification, quand même. Donc, et en divers endroits. Hein, je veux dire que la Teslim, c'était européen, donc sur la France, l'Allemagne, l'Italie, les Anglais non, parce que, et puis les États-Unis. Voilà. Donc c'était vraiment un. Maintenant, c'est vrai que si on voit qu'au prix coûtant, il y a un autre patient, je ne devrais pas le dire. Aussi, il paye combien? Il paye combien son? Oui. 200 $. Voilà. Après, c'est l'histoire du coût, mais quand on voit les prix d'autres systèmes, certes, c'est remboursé par la Sécu, mais c'est tout ce qui est payant. C'est ça. Après, c'est un effort, comme au début, quand on a eu les freestyles, certains les ont achetés, les temps qu'ils sont remboursés. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut avancer aussi, on ne peut pas toujours. Oui, bien sûr. Individuel, jusqu'où on va, est-ce qu'on n'a pas un peu plus? Moi, particulièrement, ça m'intéresse beaucoup. Je ne veux pas de fil. On va les terre, c'est fini. J'attends. C'est vrai, je connais pour les dépôts, tout colle bien, tout vient bien. J'ai patience, que le dépôt de ça arrive. Bien sûr, c'est encore une avancée énorme. Là, c'est encore un autre niveau. C'est un moment de tous les choix personnels. Chacun est prêt à aller. Est-ce qu'on tolère au quotidien? Est-ce que plus tolérable? Le besoin. Voilà. On en reparlera sûrement. On a aussi une chance, c'est effectivement, il y a le système des pompes qui est pas assez formidable. Il y a aussi la chance d'avoir aussi autour le Saint-Martin, et puis tout les soignants, c'est un tout parce que les pompes sans ce monde-là, ça ne marchera pas non plus. Et il y a encore il faut merci à vous. On n'est pas les seuls. Hein. On n'est pas les seuls, et heureusement, parce que sinon on ne s'y fierait pas. Effectivement, je vous disais à l'instant là, le cathéter, je me souviens, en mon jeune temps, ça sortait avec des cathéters, avec lui, comme vous disiez tout à l'heure, en ferraille, là, mais ça me plaisait pas. J'aurais voulu être arrivé maintenant. Les années ont passé. Maintenant, non, mais le film, maintenant, pour vous, à 20 ans, j'avais pas eu le film. On avait un film, maintenant, là, voilà. C'est l'évolution, oui, c'est bien. Mais ici, à 20 ans, quand tu étais à Marseille et puis à un film, on a regardé qu'il va mourir. Je consultais, mais c'est vrai que maintenant. Bien. Pas trop si. Non, mais c'est pas grave, sinon. On m'aura acheté des